Les premières manœuvres politiques semblent avoir commencé en Israël avant les élections anticipées programmées pour le 17 mars prochain. Rumeurs d'alliances contre nature ou de manœuvres souterraines, on vous dira tout dans un instant. Le discours de Vladimir Poutine devant les parlementaires et autres notables russes réunis à Moscou, il ravive le spectre de l'Occident qui menace la Grande Russie. Et puis témoignage exclusif dans une demi-heure, celui du père d'une des victimes de l'agression antisémite de Créteil pour laquelle deux des malfaiteurs ont été mis en examen aujourd'hui et qui continuent de susciter une très vive émotion jusqu'au plus haut sommet de l'État-réaction de François Hollande aujourd'hui. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. Les élections sont programmées donc pour le 17 mars prochain. On vous en parle depuis plusieurs jours maintenant sur cette antenne. Mais ce qui est sûr, c'est que la campagne, elle a déjà commencé. Peut-être pas à visage découvert, mais les manœuvres souterraines, les rumeurs, elles sont déjà de sortie. On va en parler dans un instant. Par exemple, celles qui font état de tentatives du Likoud de déstabiliser le parti de Yair Lapid. Des réactions encore hostiles au Premier ministre émanant de ses anciens ministres, comme par exemple Tzipi Livni aujourd'hui, qui a accusé de faiblesse Benyamin Netanyahou, notamment dans la gestion des négociations de paix. On va parler de tout cela avec nos invités qui sont ici autour de cette table. Je salue Loli Kassal, bonsoir, pour le Parti travailliste. Pour le Parti Foyer Juif, donc de Naftali Bennett, Baïta Yehoudi, en hébreu Lionel Lapidus, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Et Daniel Haïk, analyste politique sur i24 News, présent également. On retrouvera aussi également dans un instant nos envoyés spéciaux. Et ce soir, on a choisi de se mettre devant le quartier général du parti du Premier ministre, le Likoud, avec Cyril Amar, vous l'avez vu, Shai Ben Ari et Faler Habib qui sont sur place à Tel Aviv avec les toutes dernières indiscrétions dont ils nous feront part. Et évidemment, d'autres indiscrétions à venir dans ce studio. À tout de suite. מישהו רוצה לתת מנדט ברור להנהיג את המדינה לראש ממשלה מהליכוד, צריך לתת הרבה מנדטים לליכוד. אנחנו הולכים עכשיו לבחירות. בעוד 4 חודשים אנחנו נמשיך במלוא העוצמה בדיוק מהמקום שבו נעצרנו. ישראל תקועה איתך, וכל יום שעובר האזרחים סובלים ממך יותר ויותר. הגיע הזמן להחלפת שלטון. Alors on va tout de suite se rendre comme promis devant le siège du parti, le Likoud, le parti du Premier ministre. On va retrouver Cyril Amar qui est sur place à Tel Aviv. Cyril, bonsoir, je vous ai retrouvé, c'est l'essentiel. Alors, d'abord avec vous les toutes dernières indiscrétions de cette campagne qui semble déjà avoir commencé de manière un petit peu souterraine. Par exemple, des accusations de déstabilisation émanant du Likoud envers le parti d'Yair Lapid. Oui, absolument, Jean-Charles, bonsoir. Il ne reste plus que quelques jours avant que la Knesset ne vote sa propre dissolution. Ce sera lundi ou mardi prochain. Et avant cette date butoir, Jean-Charles, on apprend aujourd'hui que des proches conseillers du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou auraient tenté de provoquer une scission au sein du parti rival, le parti centriste Yesh Atid, désormais ex-ministre des Finances Yair Lapid. Ils auraient tenté tout simplement de provoquer une scission. Objectif, tout simplement proposer aux transfuges de ce parti de se joindre à une coalition alternative et d'éviter ainsi la tenue d'un scrutin anticipé. L'objectif, le marché, serait le suivant. En échange d'un ralliement immédiat à une coalition dirigée par Benyamin Netanyahou, ces dissidents de Yesh Atid auraient obtenu les portefeuilles laissés vacants par les ministres limogés ou bien démissionnaires. Alors est-ce une info ou une intox savamment distillée dans la presse par ces spin doctors, ces conseillers en marketing politique qui tentent à chaque
chaque élection ici en Israël, eh bien, de façonner l'image de leurs clients et de semer le trouble, la zizanie au sein des partis rivaux. La question reste ouverte. Toujours est-il, Jean-Charles, que le Premier ministre israélien a apporté officiellement un démenti dans un communiqué en niant l'existence de telles tractations. Yair Lapid lui en est convaincu. Cette dernière manœuvre de Binyamin Netanyahou, elle prouve une chose, eh bien, c'est que le Premier ministre, lui, est pris de panique car il est convaincu qu'il pourrait perdre son siège lors des prochaines élections. Alors, autre information, Cyril, plus large, cette fois, ça concerne le bloc qui pourrait se constituer pour contrer justement Netanyahou, bloc de centre-gauche. Oui, tout à fait. Depuis hier soir, les tractations vont bon train pour tenter de former un grand bloc de centre-gauche qui puisse faire obstruction à Binyamin Netanyahou. Yitzhak Herzog, qui a rencontré aujourd'hui la présidente du parti de gauche, Meretz Zehava Galon, pour tenter justement de commencer à former ce grand bloc de centre-gauche. Yitzhak Herzog qui souhaite finalement rassembler sous l'étendard travailliste l'ensemble des partis de gauche, mais également les partis du centre. Alors, il ne s'agit pas de créer une liste commune, non, chacun sera libre de présenter ses propres listes à la Knesset, mais il s'agit d'éviter l'éparpillement des voix pour créer un bloc qui est capable de bloquer Binyamin Netanyahou, un front anti-Bibi, si vous le savez, sous le slogan Akol Chutz mi Bibi, en français dans le texte, tout sauf Binyamin Netanyahou, avec l'engagement ferme, et c'est ça peut-être le point le plus important, l'engagement ferme des membres de ce nouveau bloc de ne pas rallier la coalition gouvernementale si celle-ci devait être formée par Binyamin Netanyahou au lendemain des élections. Alors, dans les prochains jours, on le sait, on l'imagine, Yitzhak Herzog devrait rencontrer les ministres centristes, Yair Lapid et Tzipi Livni, pour tenter justement d'élargir ce bloc. Voilà, reste à savoir maintenant si Livni et Lapid vont vouloir rallier Yitzhak Herzog. Le parti travailliste, on connaît les difficultés quand même, et les divergences idéologiques entre les centristes et le parti travailliste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Yitzhak Herzog peut compter sur un renfort, c'est celui de Shaul Mofaz, député du parti Kadima, qui, semble-t-il, ne devrait pas franchir le seuil d'éligibilité aux prochaines élections et qui pourrait, Jean-Charles, incarner la figure sécuritaire qui fait cruellement défaut au parti du centre et au parti de gauche depuis le départ d'Ehud Barak. Merci Cyril Amar, donc en direct du siège du Likoud à Tel Aviv. Loli Kassal, justement, pour la gauche aujourd'hui, il y a une personnalité qui se dégage naturellement, c'est Herzog pour vous, c'est lui le candidat rival de Netanyahou ? La vérité est que les élections sont Netanyahou contre Herzog. Maintenant, Herzog s'y joint Tzipi Livni, lui, elle le joint et aussi Shaul Mofaz. On peut dire que ça va être une très bonne élection et ça peut évidemment finir que Herzog va être prochain Premier ministre d'Israël et Netanyahou, après moins que 2 ans, moins qu'un an et demi même, en pouvoir, va quitter le siège de Premier ministre d'Israël. Vous êtes d'accord ? Vous voyez une autre personnalité capable d'inquiéter Netanyahou aujourd'hui, Herzog à gauche ? Tout d'abord, avant de parler des personnalités, il faut quand même rappeler que les élections sont des élections pour la Knesset, pour l'Assemblée nationale, et qu'en fait, il s'agit de voter pour des listes. Oui. Donc, c'est un Premier ministre qui doit se dégager après. Oui, mais c'est important. C'est pas une présidentielle comme en France. C'est un certain nombre de listes. La liste, après, qui sera la plus influente, c'est pas forcément le Likoud, ça pourrait être Bet HaYehudi, sera celle qui sera la mieux placée pour essayer de construire une coalition. Ça m'amène à la deuxième réflexion, c'est qu'on sait très bien que les groupes d'avant les élections n'ont rien à voir avec les groupes d'après les élections. Et je suis même certain qu'un certain nombre de partis du centre-gauche, comme on les appelle, seront bien contents de vouloir rentrer après dans un gouvernement, même si c'est avec Bibi Netanyahou. Donc, à nouveau, se précipiter, de dualiser entre deux personnes, c'est un petit peu tromper les électeurs. Et de l'autre, en ce qui concerne les groupes, un petit peu de patience pour voir les. C'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Par contre, si effectivement on imagine de savoir si le courant anti-Bibi peut amener à quelque chose, je voudrais faire un parallèle avec la France. Aux dernières élections présidentielles, il y a eu un mouvement anti-Sarkozy. Donc franchement, après on a vu l'élection de François Hollande et les gens ont été déçus parce qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment voté pour une personne. J'ai peur qu'en Israël,
le côté anti-Bibi, puis ça a amené quelqu'un dont on ne sache pas vraiment s'il est compétent ou pas pour s'occuper des affaires d'État, sachant qu'en Israël, on ne peut pas se permettre d'avoir 4 mois ou 1 an même d'un Premier ministre qui ne serait pas compétent. Bon, l'avantage en Israël, c'est qu'on vote beaucoup aussi, donc ça, on peut changer aussi très rapidement. Daniel Haïk, vous pensez que ça va être une élection personnalisée ou pas? Alors, ça va être d'abord une élection effectivement de bloc, c'est-à-dire qu'on va essayer, pendant les prochains mois, il va y avoir des alliances. La grande question de savoir est-ce que ce seront des alliances qui seront effectives avant les élections ou après les élections. Je voudrais rappeler le précédent de ces élections, des dernières des élections à la 19e Knesset. Il est clair aujourd'hui que si Binyamin Netanyahou n'avait pas fusionné avec Avigdor Lieberman et son parti, eh bien, il est possible qu'il n'ait pas été choisi par le président de l'État à l'époque, Shimon Peres, pour former la coalition gouvernementale. Et là maintenant, il y a un nouvel élément qui s'est rajouté et qui conforte le sentiment, la nécessité de former des blocs, c'est l'élévation, le rehaussement du seuil d'éligibilité. Le seuil d'éligibilité pour les prochaines élections est passé de 2 à 3,25%. Cela veut dire que naturellement, il va y avoir un rassemblement des forces y compris en particulier les petits partis qui craignent de ne pas franchir ce seuil d'éligibilité, de ne pas être élus. Donc il va y avoir un renforcement. Il va y avoir des blocs. Il va y avoir des blocs chez les orthodoxes, il va y avoir des blocs même dans les partis arabes. On va voir que les partis arabes vont essayer de former une coalition. Et là aussi, il faudra voir si Yitzhak Herzog parvient avant l'élection à être à la tête d'un bloc, parce que au lendemain des élections, il y aura un homme qui aura un rôle tout à fait déterminant. On n'en parle pas assez aujourd'hui. Cet homme, c'est Reuven Rivlin, c'est le président de l'État. Or, Reuven Rivlin, il ne faut pas l'oublier. Voilà, Reuven Rivlin a un long contentieux avec Binyamin Netanyahou. Et si Reuven Rivlin peut le faire, eh bien, il fera tout pour que Binyamin Netanyahou ne soit pas désigné par lui pour former la prochaine coalition gouvernementale, de la même manière que Binyamin Netanyahou a tout fait pour que lui ne soit pas élu président de l'État. Donc il y a là une rivalité dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé, mais qui viendra au grand jour au lendemain des élections. C'est pour cela qu'il faut que d'un côté Binyamin Netanyahou forme aussi son propre bloc. On parle aujourd'hui d'un bloc qui pourrait être un bloc entre le Likoud et la Baïta Yehoudi, le foyer juif, qui pourrait rassembler 40 mandats, mais même s'il n'en rassemble pas 40 mandats, c'est-à-dire la somme des deux scores de ces deux formations, eh bien cela formera, Binyamin Netanyahou sera à la tête d'un groupe de 35 mandats, et cela lui donne la possibilité de revendiquer d'emblée la formation de la coalition gouvernementale après les élections. Netanyahou, il a aussi un problème avec les partis orthodoxes. Et pour la première fois, on pourra voir, je pense, les partis arabes aussi dans une coalition arabe, qu'elle donne un aide pour le centre-gauche et pour Herzog devenir Premier ministre. Il faut ne pas oublier que le grand-père de Herzog était un grand rabbin, et les partis orthodoxes, ils sont attachés et très forts avec Herzog. Et pas avec Netanyahou. Et pas avec Netanyahou. Ils ont un contentieux avec pas avec Netanyahou. Depuis la loi. Et le problème de Netanyahou, il est aussi de faire des manœuvres politiques après les élections, d'essayer à essayer de rester en pouvoir, mais de plus à plus, du temps à temps, ça devient plus difficile. Ouais, alors, est-ce que votre avis, aujourd'hui, on pourrait repartir sur une coalition, on a bien vu qu'elle ne pouvait pas marcher, vous parliez d'alliance contre nature tout à l'heure, celle qui vient d'être dissoute par Netanyahou était une alliance qui ne pouvait pas fonctionner. Il y avait trop de différences entre le parti foyer juif, comme l'a dit Livni aujourd'hui. Chaque fois que Bennett entrait dans une salle et qu'on était en train de parler des négociations de paix avec Netanyahou, eh bien, il changeait d'avis parce que Bennett avait dit non, donc ça ne marche pas. C'est clair qu'il y a eu une erreur au début de cette coalition, de ce qu'on a appelé à un moment donné la fraternité entre Yesh Atid et Baïta Yehoudi. D'ailleurs, cette erreur, elle a été signalée par la base même des militants de Baïta Yehoudi très rapidement, en disant qu'il y avait mariage contre nature. Donc c'est clair qu'entre Baïta Yehoudi et Yesh Atid, les chemins se sont séparés. Maintenant, ce qu'il faut revoir, avant de parler de bloc, il faut regarder liste par liste selon leur force d'aujourd'hui. Et on se rend compte que les trois partis
qui arrivent les premiers dans le sondage sont tout d'abord le Likoud, après Beit HaYehudi et Israël Beitenu. C'est-à-dire que les trois premiers... Parti de Lieberman. Hein. Oui, les trois principaux partis aujourd'hui sont de droite. Donc ça veut quand même dire une certaine légitimité. On peut essayer après de construire des blocs avec la gauche, avec les partis arabes, avec le centre. D'abord, qui appelle-t-on centre? Est-ce que Yesh Atid est vraiment centre? Moi, quand je l'ai entendu aux dernières élections, il avait plutôt un discours de droite. Donc on a d'un côté trois partis idéologiques qui ont quand même une certaine colonne vertébrale, et vous avez en face des partis qui sont animés, je pense, pour l'instant, de la volonté de remplacer Bibi Netanyahou, mais voyons qu'est-ce qui les rassemble réellement. Je mettrai un bémol concernant le parti de Avigdor Lieberman, Israël Beitenu. Concernant, effectivement, de prime abord, Avigdor Lieberman est un homme de droite, un homme d'une idéologie, on va dire, très nationaliste. Seulement il faudra voir. Avigdor Lieberman, de ces 2 dernières années, est un homme qui s'est rapproché des États-Unis, qui a essayé d'obtenir une légitimité depuis qu'il a été acquitté dans ces fameux procès. Il a essayé d'obtenir une forme de légitimité. Il s'est recentré, on va dire. Il n'est pas impossible que dans un cas de figure, et là il y a de multiples cas de figure, mais il n'est pas impossible que dans un cas de figure où il y ait un bloc de centre-gauche, Avigdor Lieberman soit celui qui fasse pencher l'équilibre du côté de la gauche au lendemain des élections. Vous savez, rappelons-nous, aux dernières élections, aux 2 ou 3 dernières élections auxquelles Avigdor Lieberman a participé, il a toujours fait attendre toute la classe politique avant de désigner qui il recommanderait auprès du président de l'État pour former la coalition gouvernementale. La dernière fois, c'était Binyamin Netanyahou, naturellement, puisqu'il y avait fusion. La fois d'avant, il a fait attendre, on s'en souvient, pendant plusieurs semaines. Mais là, il est clair qu'il n'est pas impossible qu'Avigdor Lieberman, voulant se donner une dimension d'homme d'État, si son parti obtient 10, 12, 13 mandats, il peut dire c'est moi qui suis le plus approprié pour former la prochaine coalition gouvernementale, c'est moi qui suis à la fois qui ai l'expérience du ministre des Affaires étrangères et qui est à la fois le soutien d'une partie de l'opinion publique à droite et qui peut essayer d'obtenir le soutien de la gauche, d'un bloc de gauche. La personnalité d'Avigdor Lieberman est très complexe et elle est très passionnante, mais il n'est pas impossible que cela arrive, surtout si Avigdor Lieberman obtient plus de mandats que le Parti travailliste. À l'autre côté, s'il fait ce que vous dites, alors son parti il a perdu son raison d'être. Non mais vous savez, on sait qu'Avigdor Lieberman fait régner l'ordre comme il sait le faire. C'est lui qui, s'il décide d'aller vers la gauche, eh bien tout son parti le souvient. Tant mieux, ça veut dire que lui, tant qu'homme politique, il va perdre sa raison d'être, sa raison politique. Oh, mais il y a beaucoup d'hommes politiques qui, comme Ehud Olmert à gauche quand même. Hein, mais alors, écoute, on a oublié que par exemple Ehud Olmert était un nationaliste dans les années 2003. C'était un homme qui était un grand défenseur du grand Israël. Et finalement, aujourd'hui, après, dans les années 2006, c'est un homme de gauche. Donc les changements peuvent intervenir, y compris chez Avigdor Lieberman. Et on a vu comment quand on change les avis, comme Tzipi Livni ou comme Ehud Olmert, on perd la raison d'être politique. Tzipi Livni, elle avait 28 sièges et maintenant elle a 4. Mais là, vous avez mis le doigt sur un point qui est important. C'est-à-dire qu'entre le parti Beit HaYehudi et je dirais à gauche, pour moi, le seul parti idéologique qui est Meretz, vous n'avez aujourd'hui plus aucun parti idéologique. Comme vous le dites, ils peuvent se trouver à droite, au centre ou à gauche. Non, je pense pas, par exemple. Je pense pas que... Donc, en termes d'identité pour... Avec cette campagne maintenant, les partis du centre-gauche qui disent « Rak lo Bibi », rien que pas Netanyahou, ils vont perdre leur raison d'être si ils rentrent au même gouvernement, au même pouvoir avec Netanyahou. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer ils vont rester dehors. Encore, hein. Ils vont rester dehors. À la fin, le public doit choisir Netanyahou ou Herzog. Alors, je voudrais qu'on fasse mieux connaissance justement avec celui qu'on présente comme donc le possible chef de file de cette coalition de centre, de gauche, qui prendrait donc éventuellement bien le relais si Netanyahou était battu, c'est-à-dire Yitzhak Herzog, dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on le connaît moins. Il a une personnalité de moindre envergure, en tout cas pour l'instant, que celle de Netanyahou.
tout. Eh bien, pourtant, c'est quelqu'un qui a un passé très important, qui vient d'une famille, évidemment, qui est loin d'être inconnue ici en Israël. Cyril Amar. S'il existe une aristocratie en Israël, c'est sans doute Yitzhak Herzog qui l'incarne le mieux. Né le 22 septembre 1960 à Tel Aviv d'une lignée politique et religieuse d'origine polonaise, il porte le prénom de son grand-père, Yitzhak Halevi Herzog, grand rabbin de la communauté ashkénaze de la Palestine mandataire. Son père, Chaim, ancien chef des renseignements de Tzahal, est le 6e président de l'État d'Israël. Yitzhak est aussi le neveu du légendaire ministre des Affaires étrangères israélien Abba Eban. Génétique ou pas, chez les Herzog, on a le sens du service à la nation. Après ses obligations militaires dans le renseignement, le jeune Yitzhak suit des études de droit à l'université de Tel Aviv et à la Cornell University. Diplôme en poche, il intègre alors le cabinet de son père, Herzog Fox Neeman, avant de devenir en 1999 le secrétaire du gouvernement Barak. Député travailliste depuis 2003, il est ministre de la Construction et de l'Habitat sous le gouvernement d'Ariel Sharon. Puis successivement ministre du Tourisme et des Affaires sociales sous Ehud Olmert. C'est en 2009 qu'il rejoint Ehud Barak au sein du gouvernement Netanyahou. Il conserve alors le portefeuille des Affaires sociales. Mais en mauvais termes avec son ancien mentor, il annonce son intention de briguer la présidence du parti. Quand Ehud Barak quitte le parti travailliste pour conserver le portefeuille de la défense du cabinet Netanyahou, Yitzhak Herzog décide, lui, de rester. Et après une première tentative infructueuse en 2011, il en devient le chef de file en 2013, en battant la présidente sortante, Sheli Yachimovitch. Dans son discours de victoire, ce Tel Avivien, père de 3 enfants, a appelé les travaillistes à brandir de nouveau l'étendard de leurs valeurs, la justice sociale et la paix avec les Palestiniens. Mais malgré son expérience du pouvoir, ce quinquat polyglotte qui parle couramment l'anglais et l'arabe souffre d'une image de second, un peu terne et peu charismatique. Il devra donc prouver qu'il a l'étoffe d'un homme d'État. Son rendez-vous avec l'histoire est fixé au 17 mars prochain. Alors c'est vraiment l'une des questions de cette élection. Qui pourrait succéder à Bibi? Écoutez aussi quelques avis recueillis aujourd'hui dans le secteur de Jérusalem, des alentours. Et on va voir ce que pensent les Israéliens justement. Je ne vois pas qui peut réellement le remplacer sur le plan sécuritaire. Les autres veulent vivre avec les Palestiniens, leur rendre ou leur donner des terres, c'est ça leur erreur. Personne ne peut le remplacer. À mon avis, c'est le seul qui puisse être Premier ministre, à qui on peut faire confiance et avec qui on se sent en sécurité en Israël. Pour moi, le seul candidat, c'est Carlon. Il a de grandes chances. D'après les sondages, il peut obtenir 12 sièges. Je ne pense pas qu'on puisse le remplacer. Avec tous les problèmes qu'on a, peu importe qui le remplace, on aura toujours les mêmes problèmes. Netanyahou, c'est le moins pire de tous. Pas le meilleur, juste le moins pire. C'est comme ça pour le moment. Je pense que c'est un bon Premier ministre par rapport aux autres politiciens de ce pays. Et voilà quoi, je voterai pour lui. Alors c'est vrai qu'on a beau dire il va y avoir des partis, ça va être morcelé, mais c'est quand même Netanyahou qui revient quand il y a les sondages aujourd'hui. Quand on voit les sondages pour le poste de Premier ministre, même s'il n'y a pas d'élection au suffrage universel direct, ce que Benyamin Netanyahou regrette amèrement, il a été élu une fois en 96 au Premier ministre et au suffrage universel direct, on voit que Benyamin Netanyahou est très largement, 42%, alors que Herzog, par exemple, n'obtient que 10 à 12%. Donc non, 19. 19, il y a les deux derniers jours. Allez, on va dire 19 et Netanyahou 32. Même si 19, mais Benyamin Netanyahou est loin devant. Cela ne veut pas dire qu'il sera Premier ministre. Cela veut dire que les gens se sont habitués à Benyamin Netanyahou. Ils se sont et qu'on le veuille ou non, même s'il y a des problèmes sociaux ici en Israël, tout reviendra à la fin, au bout du compte, à des problèmes sécuritaires. Et la situation, si la situation sécuritaire est bonne au moment où il y a des élections, bien Benyamin Netanyahou sera plus facilement réélu, son parti aura plus de chances d'avoir plus de mandats que s'il n'y en a pas. Chaque jour. Je veux dire, justement, les gens ont la perception, dans l'opinion publique israélienne, une partie importante de l'opinion publique israélienne a la perception que les travaillistes ont trop facilement la volonté de céder et provoquer des élections, des attentats multiples. Je vous rappelle la période. Des attentats. C'est-à-dire les travaillistes. Non, c'est-à-dire que la personnalité, si un travailliste est élu, eh bien il risque d'y avoir plus facilement des attentats. Je vous rappelle que par exemple, je vous rappelle que par exemple
je vous rappelle que par exemple en 1995, au lendemain de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, Shimon Peres était quasiment certain d'être élu en tant que Premier ministre, en succédant à Yitzhak Rabin. Et à cette époque-là, eh bien, c'est le Hamas qui a multiplié les attentats terroristes. Il avait dit à l'époque, Shimon Peres, je suis maudit. Et finalement, comment on parle sur Shimon Peres que rien qu'il y a 3 mois de ça, il y avait une guerre, et Netanyahou, en 2009, il a dit, moi, je vais finir le Hamas à Gaza, et à 2014, il fait une guerre. L'opinion publique israélienne perçoit Binyamin Netanyahou comme faisant face plus solidement que d'autres partis ou d'autres formations. C'est l'opinion publique de l'entendre. À propos du parti Avoda et de la personnalité sympathique de M. Herzog, au-delà de là, il faut savoir en fait quelle est la voie proposée par le parti Avoda. Et je pense que c'est encore plus important que les questions de personnes. Non, mais ça joue beaucoup aujourd'hui. Non, je vais vous dire pourquoi le chemin est beaucoup plus important, les choix sont beaucoup plus importants. Et le parti Avoda, ces 5-6 dernières années, a été effectivement très discret au niveau de la politique étrangère, pour une raison bien simple. Tout d'abord parce que effectivement, il n'y avait rien à proposer d'alternative au niveau du processus de paix. Et donc, d'un autre côté, on a une population israélienne qui, petit à petit, a bien compris dans quelle région on habitait et que la solution pacifiste des travaillistes n'était plus applicable. Donc, le parti Avoda a été très discret au niveau politique étrangère. Et il est très absent aussi au côté social, malgré les slogans. On ne peut pas dire que le parti Avoda soit proche des entreprises, soit proche des ouvriers, soit proche du peuple. Donc, ce qui faisait la force du parti Avoda dans le passé, c'est-à-dire un message de paix ou un message social, n'existe plus aujourd'hui. Et juste une dernière... Allez-y, répondez parce qu'il reste très peu de temps. Herzog, c'est un symbole de société et de la société civile et de la sécurité et de la foreign affairs d'Israël. C'est évident, la diplomatie, bien sûr, c'est évident. Il dit dans chaque discours qu'il fait que c'est 2 États à les 2 peuples et qu'on doit décider ce qu'on veut faire tant qu'Israélien. Bon, ça on en reparlera parce qu'évidemment ça va être un des thèmes de campagne aussi. Merci Loli Kassal, merci à vous Lionel Lapidus, merci Daniel Haïk. Dans un instant, ne manquez pas le témoignage exclusif du père d'une des victimes de Créteil qui témoigne depuis l'appartement où s'est produite cette agression. À tout de suite. Les premières manœuvres politiques avant les élections en Israël du 17 mars prochain. Accusation aujourd'hui envers le parti de Netanyahou, accusé de vouloir former une autre coalition sur le dos du parti centriste de l'ancien ministre Yair Lapid. En Russie, discours de l'Union prononcé par Vladimir Poutine aujourd'hui dans lequel il compare la Crimée au mont du Temple pour les musulmans et les juifs. Et puis témoignage exclusif à venir dans un tout petit instant, celui du père d'une des victimes de l'agression antisémite de Créteil. En France, l'émotion reste très vive. Donc ce soir, 3 jours après l'agression antisémite de Créteil qui a visé 2 jeunes juifs dans un appartement. Et pour la première fois ce soir, eh bien, le père de l'une des 2 victimes a accepté de témoigner en préservant son anonymat. Et depuis l'appartement où s'est déroulée cette agression sauvage pour laquelle 2 des 3 malfaiteurs ont pour l'instant été interpellés, mis en examen. Un 3e est toujours en fuite. Un complice a également lui aussi été arrêté. On l'appellera uniquement par son prénom. Jean-Jacques est donc avec nous. Bonsoir. Jean-Jacques, tout d'abord, on a envie de savoir comment vont les 2 victimes, dont votre fils aujourd'hui. Dans quel état sont-ils? Parce qu'on imagine que le traumatisme est encore très fort. Oui, tout à fait. Je crois même pouvoir dire que c'est encore un euphémisme quand vous parlez de traumatisme. C'est vraiment très, très fort.
Alors racontez-nous comment vous avez vécu ce qui s'est passé, parce que vous n'étiez pas chez vous. Où étiez-vous? Comment avez-vous appris ce qui venait d'arriver? Alors, écoutez, nous étions, ma femme et moi, partis parce qu'elle avait un rendez-vous médical. Et c'est lorsque nous sommes revenus vers 13h30, 13h45, que nous avons vu des policiers devant la porte de notre immeuble. Je leur ai même proposé de leur ouvrir la porte parce que je voyais qu'ils étaient coincés un petit peu dehors. Et donc, je leur ai ouvert la porte et ils m'ont demandé où nous habitions. J'étais un peu étonné. Et en même temps, nous avons vu mon fils et son ami qui étaient au balcon chez nous. Et les policiers nous ont demandé à quel étage nous habitions. Nous leur avons dit l'étage et ils nous ont dit qu'il y avait quelque chose qui s'était passé chez nous. Alors aujourd'hui, le caractère antisémite de cette agression, de cette attaque est établi. On a envie même de savoir comment cette attaque a été préparée. Et il semble donc que ces malfaiteurs surveillaient votre domicile, votre famille depuis un certain temps. Oui, tout à fait. Si vous voulez, c'est ce que nous en avons déduit par la suite. Et en fonction des propos qu'ils ont tenus à mon fils. Ils savaient pertinemment, par exemple, quelle était la marque de ma voiture, le modèle, la couleur. Ils savaient aussi, et tout ça c'est parce qu'ils l'ont dit, ils savaient que je sortais de temps à autre avec une kippa, parce que le Shabbat, je porte une kippa pour me rendre à la choule. Ils connaissaient ma femme, ils connaissaient nos habitudes. Voilà. Et apparemment, c'est nous qu'ils recherchaient. Puisqu'ils l'ont dit aussi, ils ont demandé où étaient les vieux en parlant de ma femme et moi, par exemple. Mais il y a eu d'autres choses. Comment avez-vous réagi, Jean-Jacques, en apprenant finalement le mobile de cette attaque antisémite, c'est-à-dire le fameux préjugé juif égale argent? Alors tout à fait, lorsque mon fils m'a rapporté ses propos, justement, juif, on assimile à argent et beaucoup d'argent, ma première réaction, ça a été de repenser à l'affaire Ilan Halimi. J'allais dire, grâce à Dieu, la nôtre n'est pas terminée de la même façon, même si je déplore ce qui s'est passé dans l'affaire Ilan Halimi. C'est le moins qu'on puisse dire, déplorer. Mais ça m'a fait tout de suite penser à cela, si vous voulez. Alors vous vivez à Créteil, qui est une ville où cohabitent même plusieurs communautés, juifs, musulmans. Habituellement, cela se passe bien. En tout cas, c'est ce que l'on pensait depuis plusieurs années. Est-ce que vous êtes surpris justement que cela se passe chez vous aujourd'hui? Écoutez, jusqu'à présent, effectivement, nous avons vécu dans un climat intercommunautaire où il n'y avait pas de soucis. Par contre, ce que j'ai pu remarquer ces dernières années, parce que j'habite depuis très longtemps à Créteil, c'est plutôt la dégradation qui se faisait au niveau des quartiers, mais plus pour le côté, je dirais, délinquance, si vous voulez, et pas forcément le côté religieux, même s'il y a eu à Créteil quelques petits incidents de temps à autre. Donc être juif à Créteil ne vous semblait pas devenir quand même de plus en plus dangereux ces derniers temps? Jusqu'à présent, non, mais lorsque on a affaire à des actes comme cela ciblés sur le caractère religieux des personnes, ça donne à réfléchir, effectivement. Alors justement, l'antisémitisme en France fait de plus en plus parler. Il y a des actes qui sont en augmentation, avec cette nouvelle violence d'ailleurs que peut prendre cet antisémitisme. Est-ce que tout cela ne vous inquiète pas? Écoutez, je crois que de tout temps, il y a eu un antisémitisme latent. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que parfois, il y a des proportions qui paraissent un peu inquiétantes. Et effectivement, on se pose des questions. Il n'empêche que j'espère que les Juifs pourront vivre, et c'est ce que nous souhaitons tous, c'est vivre en France librement et sereinement, sans se préoccuper des appartenances religieuses ou pas, d'ailleurs, comme ça a toujours été le cas dans ce pays qui est laïque et démocratique.
Dernière question, Jean-Jacques, dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir avec votre famille? Est-ce que vous envisagez toujours de rester vivre à Créteil? Écoutez, moi je ne veux pas réagir et décider à chaud, mais je sais que ma femme, elle, se pose la question. Moi, je préfère prendre le temps de la réflexion et voir ensuite. Merci beaucoup Jean-Jacques d'avoir accepté de témoigner donc, dans ce moment délicat pour vous au micro d'I24 News. Merci. Merci à vous, monsieur Bannon. Voilà, je voudrais ajouter d'autres réactions, puisque cette affaire avait fait réagir au plus haut sommet de l'État. Aujourd'hui, réaction du président François Hollande en France, qui parle d'une violence insupportable. Vous allez voir également s'afficher à l'écran ce tweet sur le compte du Premier ministre Manuel Valls, qui parle donc de cette lutte contre l'antisémitisme qui est un combat de tous les jours. Et puis également le grand rabbin de France, qui lui, Chaim Corsia, estime que c'est la destruction du rêve français qui s'opère à travers ces actes antisémites. Alors justement, on va s'intéresser maintenant à la manière dont cette affaire a été relatée en France. Bonsoir Nadia Ellis, Bonsoir, vous êtes chercheuse à l'Université de Tel Aviv, spécialiste dans l'analyse du discours. Comment les médias français ont relaté cette affaire qui, évidemment, est apparue antisémite assez vite? Est-ce que ça a été relaté de la même manière? Non, à part quelques exceptions rares, en fait, les médias français ont vraiment minimisé l'aspect antisémite de cette agression et de cette affaire, de manière assez désolante même, je dirais. J'ai fait un petit compte-rendu des titres qui ont apparu sur les sites principaux français, et vous allez voir qu'en fait, l'aspect antisémite a été minimisé au point où parfois on peut se demander même si cette affaire a à voir avec des juifs dans toute cette histoire. Donc on commence par le site Atlantico qui dit « La France a peur ». Braquage et viol à domicile à Créteil, drame isolé ou symptôme d'une violence grandissante. Donc, c'est même pas qu'ils minimisent, ils éliminent complètement le côté. Voilà, ils ne mentionnent pas du tout le fait qu'il s'agit d'une famille juive. Et en plus, ils parlent de violence grandissante comme si c'était une violence dirigée vers n'importe qui en France, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Mais en plus, quand on parle de drame isolé, on ne peut pas comprendre à quoi ils se réfèrent. Évidemment, il y a eu l'affaire Ilan Halimi, il y a eu Toulouse. Je veux dire, en France, on n'est certainement pas au premier cas, donc on ne peut pas parler d'un drame isolé. Ensuite, nous avons 20 minutes qui titre Créteil, mise en examen pour viol en réunion et violence en raison de l'appartenance religieuse, sans parler de quelle appartenance religieuse il s'agit. Donc on pourrait penser que c'est un crime qui a été perpétré sur quelqu'un d'une autre religion. Ensuite, sur Le Point, nous trouvons couple braqué à Créteil. Vous êtes juif, vous avez de l'argent. Donc le couple est braqué, mais en revanche, il ne parle pas de viol. Donc encore une fois, il y a une certaine manière de minimiser ce qui s'est passé. TF1 qui titre Créteil, cambriolage suivi d'un viol, une agression antisémite ciblée, entre guillemets, selon les enquêteurs. Donc là aussi, on met comme un point d'interrogation sur l'aspect antisémite de l'affaire. Ce sont les enquêteurs qui parlent d'actes antisémites, mais c'est pas sûr. Et ensuite, Le Parisien qui titre Créteil, interpellation après un braquage et un viol à domicile d'un couple. Donc, encore une fois, on ne parle pas du tout du caractère antisémite. Et un peu comme tout à l'heure, Metro News qui titre braquage et viol à Créteil, Cazeneuve évoque le caractère antisémite de l'agression. Donc, le journal n'a pas le courage, en fait, de parler d'actes antisémites. Il faut toujours dire que c'est quelqu'un d'autre qui parle d'un acte antisémite. Mais alors, vraiment, les titres les plus minimisants en absolu, c'est RTL et l'Obs qui titrent un peu dans le même style. Le CRIF... Créteil, une femme violée lors d'un cambriolage violent. Le CRIF qualifie les faits d'agression antisémite sauvage. Donc c'est même plus le ministre de l'Intérieur, maintenant c'est le CRIF. Donc ce sont les Juifs qui qualifient cet acte d'antisémite, mais alors on ne sait vraiment pas si c'est vraiment le cas. Alors les trois exceptions sont Le Figaro, Le Monde et France Soir, qui ont le courage, eux, de parler d'agression antisémite dans le titre. Donc c'est vraiment agression antisémite de Créteil, 3 suspects mis en examen, ou agression antisémite, cambriolage suivi d'un viol à Créteil. Donc nous avons seulement 3 cas où on parle d'agression antisémite dans le titre. C'est très grave parce que pour le coup, vraiment, le caractère antisémite de cette histoire est important et il faut le mettre en valeur. Merci beaucoup Nadia Ellis pour cette analyse. Donc je rappelle que vous êtes chercheuse à l'université de Tel Aviv. L'actualité à l'étranger dans le monde est la Russie, où le président Poutine a prononcé aujourd'hui son traditionnel discours de l'Union, déclaration de politique générale dans un contexte de tension internationale extrême avec l'Occident. Et Vladimir Poutine a justement ressorti le vieux clivage Est-Ouest pour pointer la menace que représentent les Occidentaux pour la Russie. Leslie Rezoug.
Un patriotisme exacerbé et une comparaison particulièrement imagée. Lors de son discours annuel devant les deux chambres du Parlement, Vladimir Poutine n'a pas hésité à comparer la situation en Ukraine à celle de Jérusalem. Pour la Russie, la Crimée, Sébastopol et le site historique de Tchersonen ont une signification sacrée pour la civilisation. De même que le mont du Temple à Jérusalem pour les croyants musulmans et juifs. Et c'est exactement de cette manière que nous considérerons la région pour toujours. L'occasion pour le président russe de développer une rhétorique déjà bien rodée face à des milliers de parlementaires, ministres et chefs religieux acquis à sa cause. Et il l'affirme haut et fort, la Russie est dans son plein droit en Ukraine. Vladimir Poutine considère en effet que l'Occident a apporté son soutien à un coup d'État illégitime. Une décision cynique, selon lui, destinée à freiner l'essor de la Russie. Chaque fois que l'on pense que la Russie est devenue trop forte, trop indépendante, des mesures sont prises immédiatement. Mais il est inutile de prendre la Russie de haut. Même quand elle a fait face à des difficultés internes comme dans les années 1990 et au début des années 2000. Des arguments aux accents de guerre froide, car le président russe a également critiqué les États-Unis qui chercheraient à influencer les relations de la Russie avec ses voisins. Un discours aux forts accents nationalistes et un ton particulièrement revendicatif qui permet à Poutine de bénéficier d'une forte popularité en Russie. Une adhésion populaire qui semble toutefois insuffisante à faire sortir le pays de son isolement croissant sur le plan diplomatique et économique. De plus en plus décrié à l'étranger et désavoué par l'Occident, il a promis une série de réformes pour libéraliser l'économie au bord de la récession et étranglé par les sanctions occidentales. Le pays aurait en effet besoin de 1,5 milliard de dollars pour sortir de la crise. Et justement, pendant ce temps, à Bâle, en Suisse, réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OSCE pour évoquer le Moyen-Orient et l'Ukraine. Eh bien, les Américains ont réaffirmé, à l'image de John Kerry, qu'ils ne cherchaient absolument pas la confrontation avec la Russie. Au Yémen, le groupe Al-Qaïda menace d'exécuter un otage américain, otage qui s'exprime d'ailleurs dans une vidéo diffusée aujourd'hui. Il semble même qu'une tentative de libération de cet otage ait échoué ces derniers jours. Léa Berdugo. Encore une menace d'exécution d'un otage occidental, et elle provient cette fois d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. La victime est un journaliste américain retenu en captivité au Yémen depuis plus d'1 an et dans le secret le plus total. Nous donnons au gouvernement américain un délai de 3 jours à partir de la diffusion de cette déclaration pour répondre à nos exigences dont il a connaissance. Sinon, l'otage américain que nous détenons fera face à son sort inévitable. Nous mettons en garde Obama et le gouvernement américain. Il y aura des conséquences s'ils procèdent à toute autre action stupide. Car les États-Unis sont le principal allié du gouvernement yéménite dans la lutte contre Al-Qaïda. Le pays est d'ailleurs autorisé à mener des attaques de drones contre le réseau. Il y a quelques jours, des forces spéciales yéménites, appuyées par des commandos américains selon certaines sources, auraient tenté de faire libérer un groupe d'otages. Parmi eux se trouvaient un Britannique, un Sud-Africain et le journaliste américain, mais le groupe aurait transféré ce dernier juste avant le raid. Il apparaît dans une vidéo mise en ligne par le réseau. Mon nom est Luke Summers. J'ai besoin d'aide afin de me sortir de cette situation. Je suis certain que ma vie est en danger. Donc à l'heure où je vous parle, je vous le demande. Si quelque chose peut être fait, s'il vous plaît, faites-le. Les rapts sont fréquents au Yémen. Plusieurs centaines de personnes ont été prises en otage ces 15 dernières années. Elles ont été libérées, souvent en échange de rançons ou de concessions faites par le gouvernement. Le Yémen s'adresse avec cet enlèvement directement aux États-Unis. Washington considère Al-Qaïda dans la péninsule arabique comme la branche la plus dangereuse du réseau. ACPA qui a profité de l'affaiblissement du pouvoir central au Yémen pour renforcer sa présence dans le pays, régulièrement secoué par des attentats. Aux États-Unis, un nouveau verdict dans une affaire où un policier blanc est accusé d'avoir tué un noir lors d'une intervention. Cette fois, c'était à New York. Eh bien, cela suscite évidemment une nouvelle vague de colère. La justice a refusé de poursuivre ce policier accusé d'avoir étouffé Eric Gardner. Une affaire qui rappelle évidemment ce qui vient de se passer à Ferguson. Julia Ganancia.
La décision ne pouvait pas plus mal tomber. Une assemblée populaire de Staten Island, un quartier de New York, a estimé que Daniel Pantaleo ne devait pas être inculpé pour la mort d'Eric Garner, qu'il tentait d'arrêter le 17 juillet. À Times Square, plusieurs milliers de personnes étaient réunies pour réclamer justice. Il y a une vidéo et le médecin légiste a dit que c'était un homicide. Mais apparemment, cet homme qui étrangle une personne sur le trottoir, ce n'est pas assez pour un procès. C'est choquant et très frustrant. Eric Garner, 43 ans, était soupçonné de vente illégale de cigarettes. Ce père de 6 enfants avait fait l'objet d'une arrestation musclée alors qu'il n'était pas armé. La scène avait été filmée par un témoin. Le médecin légiste a conclu à un homicide auquel la strangulation du policier a contribué. Pour la famille de la victime, c'est la colère et l'incompréhension. Je suis vraiment déçue de la décision du grand jury ce soir. Je ne sais pas quelle vidéo ils ont regardée, mais c'est certain, ils n'ont pas pu voir celle que le monde entier a vue. Comment pouvons-nous mettre notre confiance dans un système judiciaire quand il échoue comme cela ? Le département de la justice a annoncé l'ouverture d'une enquête au niveau fédéral pour violation des droits civiques dans cette affaire. De Washington, Barack Obama a réagi à la décision du grand jury. Ceci est un problème américain, pas seulement un problème pour les Noirs ou les Amérindiens, c'est un problème américain. Quand une personne n'est pas traitée équitablement par la loi, c'est un problème et c'est mon devoir en tant que président d'essayer de le résoudre. Depuis le drame, le policier Daniel Pantaleo s'est vu retirer son arme et son insigne de police. Il reste suspendu jusqu'à ce que les conclusions d'une enquête interne soient rendues. Arrestation ce soir en Cisjordanie d'une Palestinienne armée d'un couteau qui s'apprêtait à attaquer un garde de sécurité israélien. Elle a pu être maîtrisée à temps. Voilà qui rappelle évidemment ce qui s'est passé hier soir à Malé Adoumim, tout près de Jérusalem. Attentat à l'arme blanche, un Palestinien de 16 ans et demi qui a blessé 2 personnes avant d'être abattu. Vous allez voir des images spectaculaires, celles des caméras de surveillance de ce supermarché qui ont tout filmé. Regardez, c'est impressionnant et c'est commenté par Maxime Pérez. Il est environ 16h30 ce mercredi. Des clients s'affairent au rayon 20 du supermarché Rami Lévi, quand soudain, un Palestinien en blouson noir brandit un couteau. Il poignarde de coups à 2 reprises l'homme face à lui et s'en prend à une deuxième personne qui, elle, parvient à le repousser. L'assaillant n'insiste pas et prend la fuite en traversant le magasin au pas de course. Sur sa route, il est repéré par un agent de sécurité en permission, en orange sur ces images. Ce garde du corps de Benyamin Netanyahou, présent sur les lieux par hasard, va alors sortir son revolver et neutraliser le jeune Palestinien en lui tirant dans les jambes. Cette scène a été filmée intégralement par les caméras de surveillance du supermarché. D'abord saisies par le Shabak pour cause d'enquête, les images ont finalement été autorisées à la publication ces dernières heures. Pour rappel, cette attaque a fait 2 blessés graves. Alors la zone où s'est produite cette attaque hier est fréquentée quotidiennement par des milliers de Juifs et d'Arabes qui vivent dans des villages souvent mitoyens. Comment était l'atmosphère aujourd'hui ? Eh bien, reportage sur place signé Mathias Inbar. La vie a déjà repris son cours. Une journée après l'attaque au couteau par un Palestinien dans ce supermarché au cours de laquelle 2 Israéliens ont été blessés. Des clients qui admettent toutefois avoir peur et rester sur leur garde. Oui, si je vois un arabe, qu'il est suspect, je le laisse passer. Je regarde tout le temps dans mon dos. J'ai peur. Oui, j'ai peur. Je fais plus attention que d'habitude. Ce n'est pourtant pas la vie ici de tout le monde. Dans ce supermarché situé à Mishor Adoumim, dans la zone industrielle de Ma'ale Adoumim, au cœur de la Cisjordanie. Symbole pour Yaakov, directeur du site, du vivre ensemble entre clients et personnel, tant israéliens que palestiniens. Nous sommes ouverts depuis 10 ans. Le comportement à l'égard de nos employés palestiniens a toujours été respectueux et celui des clients également envers les employés. À chaque occasion, ces employés vous renvoient d'autant plus ce respect. Regardez, Ahmed est directeur des rayons, Issa est directeur du stock, 2 postes clés, ça c'est le vivre ensemble. Des propos que corrobore Mahmoud Abourder, l'oncle de Mohamed enlevé et assassiné cet été par des juifs radicaux, a été le premier à porter assistance à l'un des blessés. Il travaille dans ce supermarché depuis plus d'une dizaine d'années. Nous sommes endeuillés, nous ne voulons pas que d'autres le soient aussi. Ceux qui sont responsables, ce n'est pas le peuple, mais leurs dirigeants. Nous, on travaille et on est respectés par notre direction. Arabes comme juifs, on est respectés.
Oui, je confirme ce qu'il dit. Nous devons renforcer le vivre ensemble. Et peut-être que c'est comme ça que la roue va tourner. Tant pour le personnel juif qu'arabe ici, s'attaquer à leur supermarché, c'était s'attaquer à leur propre cohabitation au quotidien. On passe à l'actualité économique tout de suite. L'économie avec Lionel Friedfeld. Bonsoir Lionel. Bonsoir Charles. Analyste financier. Alors on va s'intéresser ce soir à deux économies très contrastées. Tout d'abord l'Europe, avec aujourd'hui une réunion de la Banque Centrale Européenne pour tenter de relancer une machine grippée. Alors effectivement, c'est une journée importante pour l'économie américaine, puisque la BCE aujourd'hui dévoilait les prévisions de croissance pour 2016, et ça sera simplement 1% de croissance et 0,7% pour l'inflation, donc c'est véritablement pas très optimiste, et surtout le marché attendait à ce que la BCE et son président Mario Draghi annoncent un plan de quantitative easing, assouplissement quantitatif, c'est-à-dire faire marcher la planche à billets, l'injection de liquidités sur le marché, comme aux États-Unis, ce qui a très bien marché aux États-Unis avec Bear Bernanke qui était le président de la Fed, Janet Yellen le fait actuellement, plus de 80 milliards de dollars chaque mois dans l'économie américaine, mais l'Europe ne veut pas faire cette politique de plancher. Donc l'Europe est au ralenti, avec des prévisions, vous l'avez dit, assez maigres. En revanche, aux États-Unis, la Fed, la Banque centrale américaine, elle, a le sourire, le dollar se porte comme jamais. Alors effectivement, réunion hier de la Fed, optimiste au possible. Les marchés d'ailleurs financiers américains ont très bien réagi au plus haut historique, que ce soit le Dow Jones, que ce soit le Nasdaq ou le S&P 500, le S&P 500 a d'ailleurs triplé de valeur en moins de 5 ans. Effectivement, et ça salue le travail de la Fed, mais aussi les réformes structurelles sur l'économie américaine. Merci beaucoup Lionel Friedfeld. C'est une cérémonie étonnante qui s'est déroulée aujourd'hui dans un petit village d'Israël. L'enterrement d'un officier britannique décédé en 1947. Il fut à la tête d'un bataillon de soldats juifs formés pendant la Première Guerre mondiale lorsque la Palestine était encore sous mandat britannique. Et c'était un fervent défenseur de la création de l'État d'Israël. Le colonel Patterson, c'est son nom, a donc eu droit aux honneurs du pays aujourd'hui. Reportage Uri Shapira avec Maxime Pérez. Ils étaient des dizaines à rendre un dernier hommage au lieutenant-colonel John Henry Patterson. L'officier britannique souhaitait en effet être enterré en Israël. Parmi les participants, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Moshe Ya'alon. Une cérémonie en grande pompe, somme toute assez courante en Israël, si ce n'est que Patterson n'était pas israélien et qu'il est décédé il y a près de 70 ans. Nous nous acquittons d'une dette historique, mais également personnelle, envers un grand ami de notre peuple. Un grand leader du sionisme et un grand partisan de l'État juif et du peuple juif. L'apparition de Netanyahou ne tenait pas uniquement du protocole, il était intervenu personnellement pour faire parvenir les cendres de Patterson en Israël, car il était également le parrain du grand frère de Netanyahou, Yonatan, tué au cours de l'opération Entebbe en 1976. Nos destins sont intimement liés et nous avons une grande dette. Votre grand-père voulait être enterré près de ces soldats qu'il aimait tant ici, à Avichaïl, en terre d'Israël. J'estime que notre peuple, notre État et moi-même avons le devoir d'exécuter son testament. Au cours de la Première Guerre mondiale, Ziv Jabotinsky et Joseph Trumpeldor, figures éminentes du sionisme, avaient mené campagne pour l'établissement d'une force juive combattante aux côtés des Alliés. En 1915, l'armée britannique créait le corps des muletiers de Sion, la première des forces militaires juives. Jabotinsky s'oppose à la formation d'une simple force d'assistance, prônant l'établissement d'une unité combattante. Patterson est nommé à la tête des muletiers de Sion. Bien qu'il ne fût pas juif, des liens particuliers se sont tissés entre Patterson et les bénévoles juifs venus du monde entier. Il s'était querellé à plusieurs reprises, mais au bout du compte, les soldats juifs ont écrit qu'il était plus un père qu'un commandant. Ils avaient réellement le sentiment de se battre pour lui, d'aller jusqu'au bout, pour lui. Aujourd'hui, les descendants de ces soldats qui ont combattu aux côtés de Patterson viennent honorer sa contribution à la création d'un nouveau modèle de force juive, une force qui plus tard évoluera et deviendra Tzal. Nous avons combattu. Dans les Dardanelles, on ne se battait pas pour la terre, mais pour notre identité, pour notre honneur. Aujourd'hui, les cendres de Patterson ont rejoint cette terre d'Israël, la dernière étape d'une vie d'aventure et de sionisme. Et on va terminer avec des images très inhabituelles. On parle déjà de la pire catastrophe écologique qu'ait connue Israël.
Un pipeline transportant du pétrole s'est rompu dans le sud, non loin de la ville d'Eilat. Marée noire donc en plein désert. Il s'agit de l'équivalent de 40 camions-citernes de pétrole qui se seraient déversés dans cette zone qui est donc une réserve naturelle. Évidemment, les premières mesures ont été prises. On ignore encore l'impact que cela aura sur l'environnement qui est touché. Mais vous le voyez, donc image très spectaculaire de ce pétrole brut qui s'est déversé dans le désert, dans le sud donc d'Israël. On va se retrouver dans un instant pour la suite du Grand Direct avec un débat consacré à l'antisémitisme en France, des actes en augmentation impressionnante, l'augmentation également du départ des Juifs de France vers Israël. Est-ce que ce sont deux événements que l'on peut lier ou pas? On va en parler avec nos invités. Tocom, on reviendra également sur cette nouvelle forme que prend l'antisémitisme en France avec le préjugé juif égale argent qui rejaillit à la lumière de ce qui s'est passé donc à Créteil cette semaine. Restez avec nous, on revient juste après la pause.